exercice, mais vraiment de regarder en quoi ça peut être intéressant pour une PME, particulièrement dans le secteur industriel, d'avoir des bonnes pratiques en gestion de projet, puis c'est où sont les gains, quelles peuvent être les sources de profit. Bon, avant de tomber dans le vif du sujet, on va prendre quelques minutes ou quelques secondes, ça dépend comment je vais m'en sortir avec ça, mais pour vous présenter un peu Triode, hein, qui on est comme compagnie. Donc, Triode, c'est une entreprise qui a été fondée en 2002. Donc, ça fait déjà un certain temps qu'on est en opération, qu'on a accumulé de l'expérience. On a deux secteurs d'activité dans lesquels on est, qui sont nos secteurs forts, on va dire, ou notre source de compétences, c'est la gestion de produits et la gestion de projets. La gestion de projet, on va en parler aujourd'hui, donc je ne m'étendrai pas plus longtemps sur le sujet. Maintenant, la gestion de produits, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout le cycle de développement de produits. Puis quand on parle de produits, on peut parler des biens matériels, hein, comme des objets, mais ça peut être aussi des services. Donc, c'est vraiment tout le développement à partir des premières idées, à partir des tester le marché, de faire ce qu'on appelle des voice of customer, donc aller écouter un peu les besoins des clients jusqu'à la conception, jusqu'à la mise en production. Donc, c'est vraiment tout le cycle de développement de produits. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur la gestion de projet. On a plus de 500 projets dans différents secteurs d'activité. Et puis, ce qui nous caractérise, c'est que le backbone, hein, si vous voulez, là, les plus anciens chez nous, là, dans notre équipe, ils viennent beaucoup du secteur soit médical, le secteur du transport et le secteur militaire, qui sont des secteurs où est-ce que les normes sont excessivement élevées en termes de développement de produits et en termes de gestion de projet. Donc, ça a mis un peu de la rigueur dans notre façon de fonctionner, mais on adapte ça très bien à la PME, en fait, puisque la plupart de nos clients sont dans le secteur de la PME. Donc, on ramène ça à un niveau concret, puis on ramène ça à une taille qui est appropriée, mais on a avec des bonnes pratiques qui viennent de des milieux très rigoureux. Évidemment, on est une boîte de consultants, donc on offre des services de diagnostic de performance, d'accompagnement stratégique, du coaching, puis de la prise en charge de projet. Puis la prise en charge de projet, c'est plutôt si vous avez besoin d'un coup de main sur donc un gestionnaire de projet pour un gérant de projet X pour lequel vous n'avez pas nécessairement les ressources, vous voulez quelqu'un qui va vous aider, donc c'est ce qu'on appelle de l'impartition. Donc évidemment, on fait ce genre de service-là. Puis on est accrédité comme formateur par Emploi Québec, ce qui peut être bien pratique, surtout dans ces cas de pandémie. Donc, et puis un petit mot sur moi pour dire un peu d'où je viens et puis c'est quoi mon bagage. Donc, j'ai un profil un peu atypique. J'ai fait éducation spécialisée dans le secteur j'ai travaillé dans le secteur de la délinquance, santé mentale, des écoles spécialisées, du travail de rue aussi avant de me réorienter en ingénierie. C'est un peu atypique comme profil, ce qui me donne un peu des cartes autant en intelligence émotionnelle, je dirais, qu'en le côté plus technique qu'on connaît habituellement d'un ingénieur. Et puis, avant de joindre Triode, mes dernières expériences, c'était à l'international. Donc, j'étais basé à Paris, puis je travaillais pour le marché européen, le marché du Moyen-Orient, puis l'Asie, dans le secteur, c'était un logiciel de conception puis de fabrication de meubles. Donc, j'aidais tout le développement de marché, puis les relations d'affaires qu'on avait, etc., dans ce secteur d'activité-là. Et puis, j'ai joint Triode depuis avril 2019, donc c'est relativement récent que j'ai joint l'équipe ici. Depuis, j'ai travaillé sur différents types de projets. En gestion de projet, j'ai fait des diagnostics aussi de performance au niveau des développements de produits dans des PME au niveau industriel. Et puis, plus récemment, on a monté tout un programme de formation qui est disponible en ligne. Donc, programme de formation en gestion de projet. Donc, c'est un sujet que je maîtrise assez bien. Donc, sur ça, je vous propose de tomber dans le vif du sujet. Donc, on va commencer avant de parler de gestion de projet. Il faut s'entendre sur c'est quoi un projet. Là, vous voyez là, les images de beignes. On ne parlera pas trop de nourriture aujourd'hui. Je ne veux pas donner faim, même si on est sur l'heure du dîner. Ce n'est pas ça l'objectif de vous distraire. Donc, si on parle là, de la gauche de la diapo, en tout cas du beigne qui est coloré, donc un projet, en fait, qu'est-ce qu'il y a de spécifique à un projet? Un projet, c'est unique. C'est une aventure dans laquelle on se lance, qu'on ne sait pas exactement comment est-ce qu'on va. Il y a une aventure, il y a de l'incertitude, il y a de l'improvisation dans un projet. C'est quelque chose qui est unique, qu'on ne répétera pas, ou du moins qu'on ne répétera pas dans les mêmes conditions. Et du coup, ça demande plus d'organisation et puis les risques sont assez importants parce qu'on ne le sait pas trop. On a comme une seule chance pour bien réussir notre coup lorsqu'on est en mode projet, ce qui est très, très différent des opérations qu'on représente avec
la production de beignes qui est au centre, où là, quand on est dans les opérations, on est dans un environnement connu, on contrôle le contexte. Si on prend une décision en mode projet, bien, étant donné que c'est un beigne qui est unique, bien, si on s'est trompé, les répercussions sont très importantes. Tandis que dans le niveau des opérations, la machine qui fait les beignes, si la température est trop haute, on peut revenir en arrière puis après ça, continuer à produire. Donc, il y a moins d'impact si on prend une mauvaise décision. On contrôle l'environnement, on est dans la répétition. Donc, ça, c'est vraiment la différence qu'on voit entre un mode projet puis des modes opération. Fait que si on fait le parallèle un peu avec les deux secteurs d'activité, lorsqu'on développe un produit, par exemple, le projet, c'est développer le produit, puis une fois que le produit se lance en production, là, on tombe dans le mode de la gestion des opérations, puis c'est un univers qui est complètement différent avec l'optimisation, etc., etc. Maintenant, la dernière image, celle où on voit les beignes de différentes couleurs, c'est quelque chose, en fait, c'est pour faire un parallèle avec des choses qu'on entend souvent en entreprise, où les gens nous disent, ben nous, on fonctionne en mode projet, et puis chez nous, ben, tout ce qu'on fait est unique, tout ce qu'on fait est sur mesure, on n'a pas deux projets pareils. Donc, on avait un client qui fabriquait, par exemple, des camions de pompiers, et puis ils étaient très fiers de nous dire, avec raison, ceci dit, qu'il n'y avait pas un camion de pompiers, ou en tout cas, du moins pas une commande de camions de pompiers qui était pareille d'une à l'autre. Tous les camions de pompiers étaient différents. Donc, c'était vraiment des projets du sur-mesure. Mais la réflexion, nous, qu'on veut amener, puis là où il y a une source de profit, où il y a une source d'optimisation possible, c'est oui, chaque projet est unique, mais d'un projet à l'autre, il y a des choses qui se répètent. Donc, dans cette image-là, tous les baies sont uniques, des tailles différentes, le glaçage est différent, donc les temps de cuisson peuvent varier, etc., etc., etc. Mais ce sont tous des beignes. Et il y a des choses qui se répètent, il y a des grandes étapes qui se répètent, et c'est sur ces grandes étapes-là, sur les grands processus, qu'il faut se focusser, et puis c'est là qu'on peut vraiment chercher un profit, puis de faire en sorte que d'un projet à l'autre, on s'améliore, on est plus rentable, on est plus rapide, on est plus flexible. Même si chaque projet est unique, il y a un gros gain à aller chercher, à analyser ça avec un recul, puis à voir qu'est-ce qui se répète d'un projet à l'autre, même si chaque projet est unique. Donc ça, c'est vraiment la différence qu'on a entre les projets et les opérations. Maintenant, si on regarde c'est quoi un projet en tant que tel, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce concept-là, mais rapidement, quand on commence à regarder ce qui se passe en termes de gestion de projet, ce triangle-là revient tout le temps. Donc, c'est vraiment l'équilibre entre les ressources qui soient financières ou humaines, l'échéancier, donc le projet dans le temps, et les livrables. Les livrables, c'est ce qu'il faut livrer. On peut voir ça comme étant la qualité de ce qu'on va livrer. Et puis, en gestion de projet, rapidement, ben, si on réalise que dans l'échéancier, on manque de temps, soit on met plus de ressources, soit on laisse tomber des livrables. Il y a un équilibre qui se crée entre ces trois éléments-là, puis on ne s'en sort pas beaucoup. Quand on tire sur un côté de la couverte, ben, l'autre côté, il va faire froid. Et ça, c'est le jeu d'équilibre qu'il y a dans la gestion de projet. Maintenant, nous, chez Triad, on aime bien rajouter, là, quand on parle de gestion de projet, des couches autour de tout ça, parce que oui, c'est bien beau le triangle, mais comment est-ce qu'on fait pour garder cet équilibre-là? C'est quoi les stratégies qu'on met en place pour que dans un projet, on garde le focus ou le cap? La première chose, c'est une bonne gestion des risques. Une bonne gestion des risques, ça commence par une analyse des risques ou une planification, ce qu'on appelle, nous, planifier le plan de gestion des risques, si on veut. Donc, de se dire comment est-ce qu'on va gérer les risques dans le projet, puis après ça, de faire des analyses de risques. Et ajouter à ça la communication. Là, je veux dire, c'est pas un secret. Là, dans la plupart des projets, dans la plupart même des organisations, les problèmes sont souvent des problèmes de communication. C'est rarement quand il y a des problèmes techniques. Du moins, les problèmes techniques, en général, quand on les identifie, on est capable de trouver la réponse. Si ce n'est pas à l'interne, on est capable de savoir à l'externe, d'aller le chercher. La plupart du temps, quand il y a quelque chose qui coince, c'est il y a quelqu'un quelque part qui le savait, mais l'information ne s'est pas rendue. On n'avait pas compris ça de cette façon-là, etc., etc. Donc, la communication, c'est super important. Puis en gestion de projet, c'est vraiment un élément qui est non négligeable, qui fait partie d'un bon gestionnaire de projet. Il doit être constamment préoccupé par la qualité de la communication. Puis la communication, là, je ne veux pas embarquer trop longtemps sur la communication, mais la communication, il y a tout le temps deux sens dans la communication. C'est-à-dire que communiquer, c'est pas juste parler et dire, comme là en ce moment, ma communication n'est pas idéale parce que j'ai pas de feedback de qui je parle. Hein. Je parle d'une caméra tout seul dans mon bureau.
dans une vraie bonne communication, normalement, moi, j'envoie un message, puis il faut que je m'assure que la perception ou ce que vous comprenez est correspond à ce que je voulais dire. Donc, quand la communication, c'est pas juste d'envoyer des messages aux employés, c'est aussi d'écouter, puis vraiment qu'il y ait un dialogue dans les deux sens. Donc, ça, en mode projet, c'est super important d'établir une bonne communication. Et puis, bien, il y a les parties prenantes. Les parties prenantes, c'est un terme qu'on utilise beaucoup. Les parties prenantes, ça veut dire quoi? C'est l'ensemble des groupes, l'ensemble des personnes qui sont impactées par le projet. Fait que c'est autant le client, dans le cas où est-ce que c'est un projet qui est demandé par un client, les patrons, les employés, les utilisateurs, l'équipe de projet, les experts techniques. C'est tout le monde qui a un rôle à jouer ou qui est impacté par le projet. Et tous ces gens-là, ils sont impliqués dans le projet et c'est avec tous ces gens-là qu'il faut créer justement cette communication-là. C'est avec tous ces gens-là qu'il faut gérer les risques. Puis c'est avec tous ces gens-là, en fait, qui ont un rôle à jouer pour garder le fameux équilibre dans le triangle. Donc ça, c'est vraiment toutes les sphères de la gestion de projet. Donc quand on parle de bonnes pratiques en gestion de projet, c'est tous ces éléments-là qu'on va venir contrôler puis qu'on va contrôler puis qu'on va manipuler, ça je peux dire, là, dans un projet. Fait que là, c'est bien beau tout ça, ça reste assez théorique. Ce qu'on va voir maintenant, il y a des processus, mais encore là, je ne veux pas dire des buzzwords, mais c'est des grands mots-clés, mais on va essayer de les décortiquer un peu pour vous donner une bonne idée d'ensemble sur c'est quoi les processus. Donc, il y a 5 processus de base qui sont le scope, la planification, l'exécution, contrôle, puis la fermeture de projet. Le scope, c'est quoi? Bien, tout d'abord, le scope, c'est probablement le plus important et souvent un qui est dans lequel on ne met pas assez d'énergie. Le scope, c'est vraiment le point de départ. C'est avant même de se lancer dans le projet, il faut s'entendre sur c'est où qu'on s'en va, c'est quoi la mire, c'est quel objectif qu'on veut atteindre. Puis en scope, il y a 3 questions qu'on veut répondre vraiment qui sont importantes. C'est de répondre à qu'est-ce qu'on fait, hein, c'est quoi, vers où on s'en va, pourquoi on y va, donc, et puis comment on va faire pour savoir si on est arrivé. Donc ça, ces 3 questions-là, ils sont essentiels à définir dès le début de projet. Et quand on ne prend pas le temps de le faire, c'est là que vous arrivez avec un projet où est-ce que vous vous lancez dans le projet, vous êtes patron dans une entreprise, je ne sais pas si c'est votre cas, vous qui m'écoutez, mais vous êtes patron dans une entreprise, vous mandatez quelqu'un de faire un projet, vous dites ça un peu, OK, voici ce que tu vas faire. Et là, tout de suite, on se lance dans l'action, vite, vite, ça presse, puis on avance, on avance, on avance. 3, 4 mois après, la personne arrive avec le résultat, puis vous regardez le résultat, puis vous dites, ah ben, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Pourquoi? Parce que le scope de départ n'a pas été bien défini. Et tout le reste qui est après, tout le travail qui a été fait pendant les 4 mois, il a peut-être été très bien fait le travail. Le problème, c'est que ce n'est pas ce que vous vouliez. Donc, ça arrive trop souvent. Et la meilleure façon d'éviter ça, c'est une bonne définition de scope. Et encore là, de scope, ben, comme je vous disais, nous, on a vu des scopes qui peuvent être des documents Word de 25 pages dans le secteur militaire, mais dans une PME où est-ce qu'on est 15-20 employés puis qu'on s'entend sur un projet, un scope, ça peut rentrer sur une page. Ça peut même se définir dans un email. Donc, ce n'est pas nécessairement hyper lourd de le faire comme il faut. Il faut juste s'assurer de répondre comme il faut aux questions puis que l'essentiel de c'est quoi un scope, puis ça soit rempli. La planification, là, on tombe dans l'analyse. Une fois qu'on a notre scope, puis on sait où est-ce qu'on s'en va, on sait pourquoi. Juste une petite parenthèse sur le pourquoi. Définir pourquoi c'est important parce que, on se rappelle du triangle de projet, là, il y a un moment donné dans le projet, vous arrivez, on manque de temps, on manque de ressources, il va falloir prendre des décisions. Bien, les décisions, pour prendre les bonnes décisions, il faut comprendre pourquoi on fait ce projet-là. Si on ne sait pas pourquoi on fait le projet, c'est difficile de prendre les bonnes décisions. Donc, le pourquoi, c'est ça. Et puis, pour finir avec le scope, le comment, ben, c'est bien beau de dire, OK, on s'en va là-bas, mais il faut que ce soit quelque chose qui soit mesurable. Et ça, tout le long du projet, il faut se ramener à quelque chose qui est mesurable. Si on dit augmenter la performance, on ne sait jamais comment est-ce, c'est augmenter de combien, c'est mesurer comment est-ce qu'on va faire pour savoir si on est satisfait ou on n'est pas satisfait à la fin. Donc, c'est tout ça le scope. La planification, c'est vraiment là où on va commencer à mettre une stratégie en place. Donc, on sait qu'est-ce qu'on veut faire.
comment est-ce qu'on va faire pour y arriver? Donc, on va commencer à découper, nous autres, ce qu'on appelle des WBS, donc découper des groupes de tâches, commencer à assigner les rôles et responsabilités dans le projet, se faire un plan de match, commencer à regarder ça dans le temps, dire, OK, voici dans le temps où c'est que ça se situe. Il y a des moments clés, on va commencer à placer les moments clés, on va avoir besoin de ressources là, on va avoir besoin de ressources là. On va commencer à parler de budget, parce qu'on peut avoir des budgets dans le scope, mais c'est juste quand on fait l'effort de commencer à planifier qu'on peut vraiment savoir un peu plus concrètement comment ça va nous coûter. Donc, c'est toute la préparation et la planification du projet qui est faite à ce niveau-là. Après ça, ben, l'exécution contrôle, on les met un peu un après l'autre, mais en fait, l'exécution puis le contrôle, ça se fait pas mal en parallèle tout au long du projet. Donc, l'exécution, c'est vraiment là que le gestionnaire de projet va être dans l'action. C'est là qu'il va y avoir des meetings d'équipe. C'est là qu'on commence à assigner des rôles et responsabilités, qu'on donne des tâches à faire aux gens, etc., etc. Puis le contrôle, ben, c'est qu'en permanence, on s'assure qu'on avance puis qu'on ne s'écarte pas de ce qu'on s'était dit au début. Donc, normalement, si le scope a bien été monté puis la planification a bien été montée, normalement, l'exécution puis le contrôle se fait assez bien. Ce n'est pas là où est-ce qu'un gestionnaire de projet va passer le plus de temps, parce que là, rendu là, il fait juste s'assurer qu'on avance dans la bonne direction. Puis le dernier, c'est la fermeture de projet. La fermeture de projet, là aussi, on passe souvent par-dessus parce que vite, vite, il y a un autre projet à faire, mais la fermeture de projet, c'est vraiment l'occasion d'apprendre puis de s'améliorer. Quand je vous parlais des beignes, les beignes qui ont différentes couleurs puis qui ont tous des formes différentes, bien, si vous voulez être capable d'apprendre d'un projet à l'autre projet, de faire en sorte que vous raccourcissez pardon, le temps de développement, qu'il y a moins de conflits à l'interne, que votre équipe travaille mieux, c'est de prendre le temps quand même de réfléchir après un projet, de dire hey, qu'est-ce qui s'est bien passé, ça, il faut le refaire, puis qu'est-ce qui s'est mal passé, bien là, ça, on pourrait peut-être changer, puis on pourrait peut-être s'améliorer. Puis c'est en faisant cet effort-là que vous êtes capable de vous améliorer, puis de ne pas répéter les mêmes erreurs, puis d'augmenter le nombre de bons coups que vous faites. Donc ça, c'est vraiment les 5 processus clés en gestion de projet. OK, des méthodologies. Alors, sur le marché, là, si vous regardez un peu ce qui se passe, des méthodologies, il y en a plein. Là, j'en ai mis quelques-uns que vous voyez apparaître à l'écran. Il y en a beaucoup d'autres. Et puis, ce qu'on constate au niveau des méthodologies, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de variations sur un thème connu. Là. Donc, il y a différentes façons de voir les choses, mais les concepts de base, là, les 5 grands processus que je vous ai montrés, demeurent quand même les mêmes, même si on applique différentes. C'est comme les mêmes ingrédients, mais qu'on ne fait pas cuire à la même température, si vous me permettez l'analogie. Si vous me permettez, là, je vais vous montrer un peu, on va regarder les deux méthodologies qu'on rencontre le plus souvent et qui s'appliquent bien à la PME, qui se trouve être waterfall ou la gestion de projet en cascade. Puis un autre mot qu'on entend souvent, c'est la gestion de projet agile. Puis là, l'objectif, ce n'est pas de faire un cours sur c'est quoi le waterfall, ni de faire un cours sur l'agile puis d'aller en profondeur, mais juste regarder les grandes lignes de comment est-ce que ça fonctionne, puis qu'est-ce que ça veut dire pour une petite ou une moyenne entreprise de rentrer ces processus-là ou ces méthodologies-là dans votre gestion de projet. Si on regarde le waterfall, bien, tout simplement, le waterfall, c'est comme une cascade. Hein? C'est qu'on commence par le scope, on va à planif, on fait exécution, contrôle. Donc, ça c'est un peu en parallèle. Là. Et puis après ça, on a notre fermeture de projet. Puis notre projet il est très linéaire. Donc, on fait 1, on passe à 2, on passe à 3, on passe à 4. On avance comme ça de façon linéaire. C'est juste ça que ça veut dire du waterfall. C'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, si on regarde du agile, bien, c'est quoi du agile? Dans le Agile, en fait, l'idée, là, puis encore là, ce n'est pas un cours sur le Agile que je fais, là, mais juste pour voir c'est quoi le concept de base, c'est qu'on se dit, bien là, au niveau de la planification, moi j'ai un projet, je veux planifier, je veux avoir une bonne gestion. Mon projet va durer 8 mois, mais je ne le sais pas dans 4 mois si le marché ne va pas avoir changé, s'il n'y a pas quelque chose, si mes besoins au niveau de la production, il n'y aura pas quelque chose qui va changer. Je vais peut-être réaliser des choses en cours de projet qui va faire en sorte que je veux réaligner un peu ma façon de gérer ce projet-là. Donc, ma planification, je ne la connais pas au complet dès le début du projet. Et comment est-ce qu'on fait pour régler ce problème-là? Bien là, on vient rajouter une boucle, OK? Dans lequel on va se dire, bien, OK, je vais faire une planification pour la boucle qui s'en vient. Je vais faire mon exécution, mon contrôle. À la fin de la boucle, je vais me dire, bon, est-ce que je boucle encore ou je suis satisfait puis je peux fermer le projet? Puis tant qu'on n'est pas satisfait, bien, on boucle, puis à la fin, on ferme le projet. Et quand je vous disais, les 5 processus de base demeurent exactement les mêmes. Si vous savez faire du contrôle, ce n'est pas parce que vous tombez en. Si vous savez faire du contrôle en waterfall, puis vous allez dans un projet agile,
Le contrôle, c'est le contrôle, ça ne change pas beaucoup. Ce qui change, c'est la notion de boucle qui vient s'ajouter, mais ce n'est pas très compliqué. Donc, si vous avez des bonnes connaissances sur les 5 processus de base, normalement, vous devez vous en sortir à peu près dans n'importe quelle méthodologie. Vous êtes capable de faire des liens puis de voir si est-ce que oui ou non cette méthodologie-là s'applique chez vous. Mais les 5 processus de base demeurent les mêmes. Donc, ça, c'est les méthodologies. Là, il y a une autre méthodologie qu'on voit beaucoup, qui est très pratique, surtout pour de la PME lorsque vous faites du développement de produits ou des projets dans lesquels vous voulez investir des coûts et vous ne voulez pas trop avoir de mauvaises surprises et des grosses dépenses. Puis c'est l'occasion aussi de parler un peu de concrètement comment est-ce qu'on structure un projet, disons, les bonnes pratiques que nous, on utilise lorsqu'on monte un projet. Fait que la première étape, c'est de définir les livrables. Hein, parce que quand je parlais du scope, puis je parlais de comment on va faire pour savoir qu'on a bien atteint le projet, c'est de définir des livrables. Donc, ici, on a des livrables A, B, C, D, E. Hein, c'est un exemple. Donc, on a nos livrables. Après ça, on se lance dans la planification. Puis là, on va commencer à regarder, bon, OK, les livrables, combien d'efforts que ça prend. Fait que là, souvent, ce qu'on va voir, la façon classique de le mettre, c'est de le placer dans le temps. Puis là, ça nous donne comme ça des longueurs d'efforts ou des durées pour des tâches plus ou moins grandes. Et puis, après ça, on va faire une analyse de risque. Puis là, l'analyse de risque, la façon la plus classique de gérer des risques, c'est de rajouter de la contingence, qu'on voyait en rouge sur la diapo, qui est de dire, bien, la tâche A, il y a des chances que ça prenne un peu plus de temps, puis je ne veux pas me ramasser en retard, donc j'ajoute une semaine de plus. La tâche B, je mets 2 semaines de plus. Donc, c'est vraiment, on va ajouter de la contingence sur chacun des livrables qu'on doit faire. Puis après ça, on peut commencer à les placer dans le temps, commencer à dire, bon, la tâche B, on peut la partir 1 ou 2 semaines après la tâche A. La tâche C, il faut absolument attendre que la tâche B soit finie, etc., etc. Donc, on commence à placer ça pour qu'on commence à avoir une idée de comment est-ce que le projet se situe dans le temps. Encore là, on est dans la planification. Là. Tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est dans la planification. Après ça, là, on tombe dans l'exécution puis le contrôle. Puis là, c'est là qu'on peut commencer à regarder, bon, par exemple, ici, on a l'image d'un budget, donc on a le budget initial, mais le budget initial, une fois que le projet est lancé, si on ne le contrôle pas, on ne peut pas savoir si on dépasse. Donc, s'il y a des écarts positifs, ou en tout cas des écarts, si ça coûte moins cher en général, ça ne nous inquiète pas trop, c'est lorsque ça commence à nous coûter plus cher que c'est important de regarder ce qui se passe au niveau du budget. Mais encore là, il faut le regarder dans le temps, parce que juste regarder un budget sans le planifier dans le temps, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, le contrôle, c'est de regarder à tout moment, voici où est-ce qu'on est rendu en termes de livrable, voici combien est-ce que ça nous coûte jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on avait planifié, ça fait du sens, ça ne fait pas de sens, on ne dépasse pas, etc., etc. Et là, c'est là qu'on voit apparaître ce qu'on appelle les étapes et jalons. Le mot qui est utilisé, c'est souvent dans l'industrie, si on va parler d'un stage gate, qui est en fait le mot m'échappe, mais c'est le nom d'un produit, hein, stage gate, donc c'est un nom enregistré. En fait, en quoi ça consiste un stage gate? C'est tout simplement de dire, on s'entend pour que si vous développez un produit, dans 3 semaines ou dans un mois, quand on va avoir fait X, Y, Z tâches, on se réunit, comité de direction, l'équipe de projet, etc., etc. Et là, on regarde qu'est-ce qu'on a fait, où est-ce qu'on est rendu dans le projet, combien que ça a coûté, combien qu'on avait prévu que ça coûtait. Et là, on prend une décision à savoir si on continue ou si on arrête. Et on fait ça comme ça à différents moments. Alors, si vous regardez, il y a des entreprises, si on tombe en aéronautique, par exemple, il va y avoir des stage gates qui peuvent être très longs avec énormément de gates. Mais si vous avez un petit projet, le concept du stage gate s'applique aussi. Et puis, on peut faire 1, 2, 3 gates. C'est pas obligé d'en avoir 25 des gates. L'idée, c'est de dire, on prend un moment, puis on se dit, à l'avance, hein, qu'on détermine à l'avance, là, on va arrêter, puis on va dire, est-ce qu'on continue le projet ou on arrête le projet? Puis pourquoi vous faites ça? Puis pourquoi ça peut être intéressant pour une PME de mettre des pratiques comme ça? C'est qu'en faisant ça, vous organisez pour que toutes les activités où est-ce qu'il y a encore beaucoup de risques, vous les faites en début. OK? Puis normalement, vous n'avez pas trop de coûts. En tout cas, vous essayez de planifier votre projet pour que les trucs qui vous coûtent très cher, vous les faites un peu plus loin dans le temps. Puis les trucs qui ont beaucoup de risques, vous allez les régler le plus vite possible, de sorte à ce que plus vous avancez dans le projet, bien plus, oui, les coûts augmentent, mais en même temps, vous vous organisez pour que les risques, qu'il n'y ait pas de profit, que ce ne soit pas rentable pour vous, diminuent. Puis si vous mettez des barèmes, puis vous dites, bien là, à tel moment, et si on n'a pas réussi à réduire les risques dans un niveau avec lequel nous, on est confortable, bien, on arrête le projet, on arrête et puis c'est pas grave d'arrêter un projet. Ça arrive trop souvent qu'on voit
des gens qui se lancent puis qui tombent amoureux de. Des fois, quand tu es vraiment investi dans un projet qui te tient à cœur, c'est ton idée, c'est compliqué d'arrêter. Tu te dis, ah non, mais je suis presque rendu, allez, 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 on continue, on continue, on continue. Pour au final, on réalise qu'on a mis de l'argent, on a mis une quantité d'argent ridicule et puis que le profit n'est pas là. Alors, mettre en place des espèces de mécanismes où est-ce que des personnes qui sont un peu plus externes viennent dire de façon plus objective, là, on a dépassé ce qu'on s'était entendu dès le début, on arrête. Si je me permets un parallèle, j'espère que vous allez me suivre, là, mais en alpinisme, c'est un sport que j'ai fait quand j'étais en Europe dans ma vie d'avant à l'international. Cette notion de risque, là, on l'a, puis cette notion de regarder un peu ce qu'on s'est planifié, ce qu'on a planifié, puis qu'est-ce qu'il reste à faire en fonction de ce qu'on avait planifié, un genre de stage gate, ça s'applique en alpinisme, puis on le voit souvent. Euh, donc, on monte, on fait la montagne, puis on fait un point, puis on se dit, OK, normalement, on devrait être rendu à telle altitude quand il va être à midi, par exemple. Bien, si à midi, on n'a pas atteint telle altitude en alpinisme, on se dit, bien là, on n'a pas atteint notre plan de match, on redescend. Puis si vous décidez de continuer pareil, bien là, vous exposez à plus de risques, puis c'est là que les accidents arrivent. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont vu le film Everest, mais le film Everest, c'est un super bon exemple de gens qui s'étaient mis un stage gate et qui ne l'ont pas suivi. Bon, résultat, malheureusement, il y a plusieurs personnes. Je ris, mais c'est pas drôle parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont décédées dans cette aventure-là. Mais c'est ça un stage gate, c'est qu'on met des barèmes, puis après ça, ben, ça prend quelqu'un qui est capable de dire on s'était dit ça, on ne dépasse pas. Et puis c'est comme ça que vous minimisez les risques, puis vous vous assurez que les projets restent rentables pour votre entreprise. Donc, ça, c'est les étapes de jalon. Maintenant, si on se concentre sur le rôle du gestionnaire de projet, donc, parce que ça prend quelqu'un un peu qui va orchestrer toute cette histoire-là. Donc, il y a trois grands rôles, il y a plus de rôles que ça, mais il y a trois grands rôles qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Le premier, c'est le gestionnaire de projet, c'est un gestionnaire. Donc, ce n'est pas une grosse surprise en soi. C'est ce qu'on voit avec le monsieur qui est comme ça, puis qui a toutes les petits icônes qui flottent autour de lui. C'est la personne qui va être responsable de mettre la structure, de voir que le processus soit respecté, qu'il soit optimisé. Donc, c'est vraiment la personne qui a un regard d'organisation sur qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce qu'on va gérer les fichiers, etc., etc. Donc, il est vraiment en gestion puis en organisation, si on veut. Un autre rôle du gestionnaire de projet, ben, c'est plus le côté team player. Donc, qui va mettre la main à la pâte, qui va embarquer. Si on fait le rôle un peu entre du hockey, par exemple, ben, on va dire que le gestionnaire de projet, il peut être tantôt être le coach, ou est-ce qu'il est plus en retrait, il est sur le banc, puis il regarde comment est-ce que les joueurs performent sur la glace, qui fait les bons changements au bon moment, qui adapte ses stratégies en fonction du match, comment est-ce qu'il est en train de se passer. Puis, ben, il y a aussi le côté un peu capitaine d'équipe, où est-ce que de temps en temps, il descend, puis il donne un coup de main, puis il participe à l'action. Puis là, il est plus dans savoir comment est-ce que les joueurs se sentent. Donc, les joueurs, c'est les membres de l'équipe, de savoir comment est-ce que ça fonctionne. En gestion de projet, il y a beaucoup de. Pour que ça fonctionne bien, pour qu'une équipe fonctionne bien, il faut avoir une certaine intelligence émotionnelle et puis d'être capable de réagir. Si vous avez, vous donnez, là, je sors un peu des PowerPoint, mais si vous êtes dans une équipe, par exemple, et vous avez quelqu'un qui fait des dessins techniques, qui normalement, cette personne-là, c'est un numéro un, il travaille très vite, il travaille très bien, mais là, vous avez créé un lien avec lui et vous savez, parce que vous avez créé un lien avec lui, que pour X, Y raison, ça va plus ou moins bien à la maison, puis qu'il est préoccupé de ce ainsi. Et là, vous dites, ouais, là, lui, ça va pas très bien de ce ainsi, il n'a pas le moral très fort, puis j'ai besoin de lui la semaine prochaine parce que je vais avoir un gros boost à donner sur les dessins. Mais en tant que gestionnaire de projet, vous êtes capable de voir ça venir et ajuster en conséquence, dire OK, peut-être on pourrait aller chercher une autre tâche, peut-être qu'il faudrait déléguer, peut-être qu'on pourrait s'organiser pour lui donner les choses plus faciles ou par étapes parce qu'il n'est pas à 100 Et ça, ces connaissances-là, puis c'est être capable de comprendre ça au niveau de votre équipe, c'est juste en ayant des rapports humains, en vous investissant en tant que gestionnaire de projet, en prenant le temps de connaître les gens avec qui vous travaillez, en allant chercher des relations qui sont saines, qui sont fortes. Tout ce volet-là, humain, il est extrêmement important. Et d'autant plus maintenant qu'on est à distance. Là, je vais en parler du travail à distance. J'ai des slides pour ça. Mais ça représente un défi de faire ça. Mais le rôle du gestionnaire de projet il est très important par rapport à ça.
Puis la dernière chose, ou du moins le dernier volet de gestionnaire de projet qu'on voulait vous présenter, c'est celui d'annonceur. Puis on aime beaucoup l'analogie avec le bulletin météo, puisque la personne qui annonce la météo, ben c'est dommage, mais s'il annonce des orages la semaine prochaine, 3 jours de pluie avec des orages, mon boulot en tant qu'annonceur de météo, c'est pas de vous faire croire qu'il va faire beau. Il annonce des orages, il annonce des orages, j'annonce les choses telles qu'elles sont. Donc, le gestionnaire de projet, lorsqu'il fait des rapports, lorsqu'il parle à la direction, lorsqu'il parle aux clients, aux investisseurs, si ça regarde mal, s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien dans le projet, son rôle, lui, c'est de le dire pour que les bonnes décisions soient prises. Et aussi, pour pousser l'analogie un peu plus loin, si j'annonce du soleil pendant les 2 prochaines semaines, puis que jeudi prochain, il y a un orage, bien, il y a un orage. Tous les signes étaient là pour me dire qu'il allait faire beau, mais il y a eu un orage. Il ne faut pas, l'expression en anglais de don't shoot the messenger, il ne faut pas, le gestionnaire de projet, il n'est pas responsable de ce qu'il annonce, mais il est responsable de l'annoncer, puis il est responsable de s'organiser pour faire un suivi, puis de voir ce qui se passe sur le projet, puis de communiquer ce qu'il voit de façon claire et transparente pour que les parties prenantes prennent les bonnes décisions. Donc, c'est vraiment un rôle, il doit être très transparent, puis il ne faut pas qu'il ait peur d'appeler un chat, puis un chien, puis de mettre les barres sur les T, puis les points sur les I, quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Donc, il y a ce volet-là en gestion de projet qui est très important. Maintenant, il y a des pièges pour le gestionnaire de projet. Et là, particulièrement en PME, c'est quelque chose qu'on voit souvent où est-ce que on donne le rôle de gestionnaire de projet à notre expert technique. Okay? Et ça, on le voit très, très, très souvent. Et puis, bon, je ne vous cacherai pas que je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas un avantage. Là, il y a un avantage important pour quelqu'un qui est gestionnaire de projet, qui a une bonne connaissance technique précise, beaucoup d'expérience technique avec le projet qu'il gère. Mais il y a des dangers à ça. Puis le danger qu'on voit, ben, c'est l'expression qu'on a choisie. C'est à force de regarder l'arbre, où on regarde l'arbre qui cache la forêt. L'expert technique, c'est plus fort que nous. Puis moi, j'ai déjà été dans les souliers d'un expert technique. On voit un problème technique, puis ça nous irrite. On est habitué de régler les problèmes techniques, puis on se concentre sur le problème technique, puis on perd de vue l'ensemble du projet. Et ça arrive souvent, souvent, souvent. Fait que ça, c'est le rôle de l'expert technique. L'autre chose, c'est le super-héros qu'on voit un peu avec le personnage qu'on a avec une petite cape. Le super-héros, c'est la personne qui prend les décisions, qui travaille pour tout le monde, on appelle souvent aussi un pompier qui court partout dans l'entreprise pour éteindre les feux, qui est vraiment un employé indispensable. Mais quand on donne la charge de projet à ce type de personne-là, puis qui est habitué de fonctionner dans ce mode-là, bien, ce n'est pas nécessairement ce qu'on veut pour un gestionnaire de projet. Si vous vous rappelez, là, dans le côté un peu planification, le côté contrôle, on s'attend au gestionnaire de projet qui a un certain recul. S'il est inondé de problèmes à régler, ou est-ce que lui, il doit régler, que ce soit par son expertise technique ou parce que lui est capable de mettre l'épaule à la roue, puis qu'il force plus, puis il pédale plus, puis il patine plus que les autres, mais pendant qu'il fait ça, il perd de vue le projet. Donc, c'est un couteau à double tranchant que de mettre son expert technique ou son super-héros comme gestionnaire de projet. Donc, si vous le faites, bien, il faut en être conscient, puis il faut donner à ces personnes-là la latitude et la marge de manœuvre pour être capable d'avoir du recul sur le projet puis de voir qu'est-ce qui se passe bien. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut faire attention. Et surtout dans les plus petites organisations, c'est des choses qu'on observe très, très, très souvent. Donc, maintenant, si on regarde, on prend pour acquis qu'on a fait le tour de c'est quoi un projet. Donc, on a vu les 5 processus pour bien gérer un projet. Puis, on a notre gestionnaire de projet qui va utiliser, qui va remplir tous ses rôles puis qui ne tombera pas dans les pièges qu'on a parlé. Maintenant, dans votre organisation, vous faites appeler à avoir plusieurs gestionnaires de projet. Donc, si vous avez 2, 3 et plus encore projets qui gèrent plusieurs projets en parallèle, et là, ça demande une organisation différente parce que vous ne voulez pas qu'un projet qui est géré par Jean-Marc soit géré d'une façon différente qu'un projet qui est géré par Nicole. Des noms au hasard, ce n'est pas des personnes que je connais. Mais vous voulez quand même que ces personnes-là, il y ait une certaine des choses et les bonnes pratiques se répètent d'un projet à l'autre. Et c'est là qu'on voit apparaître ce que nous, on appelle, en tout cas, ce qui s'appelle on va dire, la littérature en gestion de projet, un PMO ou un Project Management Office ou un bureau de projet. Un bureau de projet,
c'est quelqu'un ou un groupe qui a pour but d'encadrer tout ce qui se passe en termes de gestion de projet dans votre organisation et puis qui s'assure que les bonnes pratiques sont suivies un peu par tout le monde. C'est une espèce de coordonnateur de gestion de projet. Et puis, dans des grandes organisations, on a des fois des départements entiers qui sont consacrés ou des équipes de bureaux de projet qui sont consacrées à gérer 15, 20, 30 gestionnaires de projet. C'est pas rare de voir ces nombres-là dans des grandes entreprises. Dans une petite PME, à 15-20 employés, bien là, ça fait moins de sens d'avoir une personne à temps plein qui fait ça si vous avez deux, trois gestionnaires de projet. Et ce qu'on voit de temps en temps, ou des choses qui sont possibles, c'est d'avoir soit un gestionnaire de projet qui est un peu plus senior, qui joue un peu ce rôle-là et qui gère aussi des projets, ou encore il y a possibilité de demander à des gens externes, bien, typiquement, exemple, nous, nos services, mais l'objectif, ce n'est pas de nous plugger, là, mais même si je viens de le faire un peu, le, le, ici, ça peut être fait par quelqu'un de l'externe. Ça peut être quelqu'un qui vient de temps en temps, qui regarde qu'est-ce qui se passe une fois par mois, une fois par 2 mois, puis qui s'assure qu'il y a un regard sur qu'est-ce qui se passe en termes de projet, puis qui est là pour réaligner puis donner, jouer un peu le rôle de bureau de projet. Et qu'est-ce qu'il y a d'intéressant lorsque vous réussissez à faire ça dans une entreprise? C'est que vous commencez à avoir des indicateurs de performance qui sont les mêmes d'un projet à l'autre, qui sont fiables. Il faut prendre les bons, bien entendu. Et ça vous permet de commencer à faire ce qu'on appelle une gestion par portefeuille de projet, puis dire, j'ai 5, 6 projets, lesquels qui sont rentables pour moi dans mon entreprise, lesquels qui ne le sont pas, le genre de projet que je veux continuer, le genre de projet que je préfère mettre de côté. Et là, vous pouvez gérer par portefeuille de projet pour vous assurer que les projets que vous prenez, c'est des projets qui font du sens par rapport à votre entreprise. Mais pour arriver à faire ça, il faut être capable de comparer les projets. Puis pour comparer les projets, il faut qu'il y ait les façons de les gérer soient uniformes. C'est pour ça que vous avez besoin d'un bureau de projet. Donc, vous voyez, tout ça, 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 se, ça fonctionne ensemble. OK. Maintenant, j'ai rajouté deux diapos qui sont plus spécifiques par rapport à la gestion de projet à distance. Là. On est dans un contexte de pandémie. Euh, Et là, j'ouvre une parenthèse. Nous, chez Triade, étant donné qu'on est des consultants, qu'on travaille une journée par semaine chez différents clients en gestion de projet, bien, la réalité de gérer des projets à distance, nous, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Donc, il n'y a pas beaucoup de changements pour nous à ce niveau-là. Ceci étant dit, ce n'est pas vrai pour toutes les organisations. Quand vous êtes habitué de travailler tout le monde dans le même bureau, puis du jour au lendemain, tout le monde travaille de la maison, il y a des gros changements, puis ça crée des perturbations. Donc, les plus gros problèmes qu'on voit, qui apparaissent, ou en tout cas les sentiments qu'on voit là, désagréables lorsqu'on tombe en mode de gestion de projet à distance, pardon, bien, la première chose, c'est une perte de contrôle. Fait que le gestionnaire de projet ou la personne qui est habituée de gérer, puis qui gère, il gère un peu sans une grosse structure, mais qui gère un peu au feeling en fonction de ce qui se passe dans le bureau à tous les jours, en fonction des conversations qu'il y a à la machine à café, etc., etc. Quand tout le monde part puis qu'il se ramasse tout seul devant son ordinateur à la maison, bien, il y a un sentiment de perte de contrôle parce qu'il ne voit plus les gens, il ne va plus voir sur le bureau du travail, il a perdu tout ce contact-là humain qui peut créer cette sensation-là de perte de contrôle. Après ça, tu as la perte d'efficacité. Évidemment, euh, quand on travaille à la maison, il y a des distractions. Il y a des, je veux dire, moi le premier, quand je travaille à la maison, il y a toujours un peu de lavage à faire, il y a un peu de vaisselle à faire, il y a le divan qui peut paraître parfois très intéressant pour faire une sieste. Donc, c'est une réalité que quand on est à la maison, on peut être attiré par une perte d'efficacité ou en tout cas, il y a de la distraction qu'on n'a pas lorsqu'on est dans un contexte de travail. Puis après ça, l'autre grosse source qui peut créer des problèmes, c'est une confusion technologique. C'est que si on est habitué d'avoir des conversations en face à face puis de faire nos meetings sur des tableaux blancs ou dans des salles de réunion plus conventionnelles, du jour au lendemain, on rajoute plein de technologies, mais les gens peuvent être perdus dans tout ça. Et ça, c'est une réalité parce que rapidement, on met plein de technologies, puis là, les gens ne savent pas trop, mais vous avez probablement vu comme moi, là, dans les premiers meetings, les gens ont de la difficulté à se connecter, le son ne passe pas, le son n'est pas bon, il y a de l'écho, on entend un buzz, tout le monde. Bon, mais ça, c'est des exemples de confusion technologique, mais ça ne s'arrête pas juste à ça. C'est où est-ce qu'on sauvegarde les fichiers, comment est-ce qu'on partage l'information. Il y a plein de choses qui se faisaient en personne que là, si on fait les mauvais choix technologiques, bien, on peut être perdu dans tout ça. Fait que ça, c'est un peu les pièges.
Maintenant, comment est-ce que vous pouvez faire par rapport à la gestion de projet à distance? Bien, pour améliorer le contrôle, en fait, il n'y a pas de secret. La meilleure façon de faire, c'est d'aller chercher des bonnes pratiques. Si vous avez des bonnes pratiques en gestion de projet, que votre scope est clair, que votre planification est bien structurée, que vous avez des bons outils de contrôle pour votre projet, eh bien, ça va vous donner pas juste un sentiment de perte de contrôle, mais un réel contrôle, pas un sentiment de perte de contrôle, mais un sentiment de contrôle et un réel contrôle sur votre projet. Donc, est-ce qu'il y a des choses de nouveau à faire, le fait que ça soit à distance? Pas nécessairement, mais vous pouviez peut-être vous en sortir dans le passé si vous n'aviez pas nécessairement mis une bonne processus de gestion de projet. Et là, à distance, si vous n'avez pas les bons processus, là, vous payez le prix. Donc est-ce qu'il faut faire quelque chose de plus parce qu'on est à distance? Pas nécessairement. Les bonnes pratiques de gestion de projet demeurent, mais disons que ça devient plus important lorsqu'on est à distance pour garder le contrôle. Et là, je me permets une petite anecdote par rapport à la perception. J'ai des bons amis, moi, qui sont dans le secteur qui impliquent des logiciels, qui intègrent des logiciels dans des systèmes de grosses compagnies d'assurance. Donc, vous pouvez imaginer la complexité, le nombre de personnes. Et puis l'employeur, donc eux, ils sont consultants, l'employeur interdisait tout télétravail. Pour lui, c'était le travail, ça se fait dans les bureaux. Les gens, ils ne sont pas productifs. Il n'y aura pas aucun contrôle si les gens font en télétravail. Mais là, avec la pandémie, ils n'ont pas le choix. Ils ont été obligés de basculer en mode télétravail. Et puis là, ben, après quelques semaines, quelques mois en télétravail, ben, en fait, l'employeur réalise que ça fonctionne très bien. Oui, ils se sont réajustés, mais c'est possible de le faire et arrive quand même à respecter les échéanciers, à livrer les livrables. Les clients sont contents. Tout ça fonctionne en fait en télétravail. Il a juste fallu qu'ils s'ajustent pour garder un contrôle puis utiliser, encore une fois, des bonnes pratiques de gestion de projet, puis ça c'est rentré dans l'ordre. Bon, pour améliorer la performance, le truc, et ça c'est valide en projet à distance, mais c'est valide tout le temps, c'est que lorsqu'on donne une tâche à quelqu'un ou à un groupe de personnes, il faut réfléchir en termes de livrables et non pas en termes de tâches. Le meilleur exemple que j'ai pour ça, c'est un collègue qui me l'a donné. Il me dit, il y a une grosse différence à demander à un enfant, j'aimerais que tu laves la vaisselle versus je veux que tu me rendes la vaisselle propre. Et parce que c'est pas vrai que prendre une vaisselle dans laquelle il y a des œufs collés dans le fond, mettre un peu de savon, frotter comme ça, puis tu regardes pas ce qui se passe dans le fond de l'assiette, puis tu dis, OK, c'est beau, j'ai lavé la vaisselle. Ben non, tu ne l'as pas lavé, la vaisselle n'est pas propre. Et donc, définir dès le début les livrables, puis d'assigner des tâches comme livrables, ça va aider à garder la performance. Donc, quand on demande à quelqu'un, et là, je vais dépasser un petit peu là, de quelques minutes, 45 minutes, mais ça ne sera pas trop long. Lorsqu'on demande à quelqu'un, par exemple, dans un contexte plus professionnel, on a un problème avec un fournisseur, puis on demande à Pierre, Pierre, pourrais-tu envoyer un mail au fournisseur pour savoir qu'est-ce qui se passe? Bien, si on reste comme ça peut paraître clair. La semaine d'après, on demande à Pierre, qu'est-ce qui s'est passé? As-tu des nouvelles? Bien, il dit, j'ai envoyé un mail, mais il ne m'a pas répondu. Fait que là, lui, Pierre, bien, dans sa tête, il a fait ce qu'il avait à faire. Puis vous, bien, vous n'êtes pas plus avancé, vous ne savez toujours pas ce qui se passe avec le livreur, donc avec le distributeur. La façon de réfléchir en termes de livrable, c'est de dire, Pierre, j'aimerais que tu nous reviennes la semaine prochaine avec la position du distributeur. Et là, ben, c'est à toi, c'est sa responsabilité. S'il faut qu'il envoie 2 mails, 3 mails, qu'il l'appelle, qu'il passe la semaine là-dessus à essayer de trouver l'information. Le livrable, c'est l'information, c'est pas envoyer un mail. Donc, gérer en termes de livrable et non pas en termes de tâches, c'est super important. Là, je termine avec les bons choix technologiques. Bien, autant la technologie, ça peut être une source de confusion lorsqu'on tombe en télétravail, mais en même temps, il y a des outils super performants. Il faut juste prendre le temps de réfléchir. Il ne faut pas se lancer dans n'importe quelle technologie. Quels sont vos réels besoins? D'en choisir un, deux ou trois qui sont bons, qui fonctionnent bien à votre réalité, votre entreprise. Et puis, il y a vraiment des choses bien qui se font pour le télétravail, pour partager, pour les communications. On a déjà fait des webinaires juste sur le choix des logiciels pour la gestion de projet. Donc, il y a vraiment plein de choses chouettes qui se font, mais il faut prendre le temps de choisir les bonnes choses adaptées à votre entreprise. J'en arrive à ma slide de conclusion que je vais essayer de faire assez vite là, parce que j'ai dépassé. Donc, on a vu en quoi ça consistait le projet, hein, l'échéancier, pas l'échéancier, mais l'équilibre dans le triangle, les trois différentes couches, gestion des risques, gestion des communications, les parties prenantes. Bien, tout ça, bien, il y a 5 processus de base. Il y a plein de méthodologies, mais en fait, les 5 processus de base demeurent les mêmes.
que vous avez besoin au minimum d'un gestionnaire de projet pour encadrer tout ça, puis potentiellement un bureau de projet si ça prend de l'ampleur dans votre organisation. Et puis ça, éventuellement, dans les bonnes pratiques, ça vous amène à avoir des indicateurs de performance clairs puis à pouvoir faire pour votre entreprise une gestion de différents projets de développement par portfolio pour prendre des bonnes décisions stratégiques. Donc ça résume vraiment la vision de la gestion de projet qu'on a chez Triode. Et ça m'amène à la période de questions. J'ai dépassé un petit peu le temps, mais ça complète la présentation que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Merci, Monsieur Lemay, pour votre présentation très intéressante. Donc, effectivement, on va passer à la période de questions. Donc, pour les personnes qui nous ont rejoints en cours de présentation, vous avez une section juste en bas de votre écran Q&R. Donc, je vous invite à écrire vos questions à cet endroit-là et je me ferai un plaisir de les poser à notre conférencier. Nous avons déjà 3 questions, donc on va commencer par ces 3 questions-là et puis on pourra aborder le reste des questions s'il y en a, bien évidemment. Donc, la première est: est-ce que vous avez des bons logiciels de gestion de projet à conseiller et est-ce que les applications de partage sont bonnes? On a des bons logiciels de gestion de projet. Il y en a des centaines des logiciels de gestion de projet. Il y en a des bons, il y en a plein des bons. Est-ce que je peux vous en conseiller un plutôt qu'un autre? C'est tout le temps un peu délicat parce qu'il faut savoir c'est quoi vos besoins. Donc, on a, par exemple, un logiciel comme Siforma, qui est vraiment un logiciel hyper complet, mais c'est assez gros. Donc, selon votre type d'organisation, ça peut être une bonne solution, mais ça peut être aussi un peu too much là, selon vos besoins. Fait que c'est très difficile de répondre à cette question-là sans savoir vos besoins. Chose certaine, la gestion de projet en utilisant des mails dans Outlook puis en gérant vos calendriers puis vos suivis de projet dans Excel, il se fait beaucoup mieux que ça. Fait qu'à partir d'Excel, un Smartsheet qui est un peu un Excel sur stéroïdes, ça fait déjà beaucoup plus de boulot. Puis comme je vous disais, après ça, on peut aller à l'autre extrême qui est peut-être un six format où est-ce que là, vous avez l'immense système qui peut aller jusqu'à gérer les feuilles de temps, la facturation, etc., etc., tout automatisé là, avec des systèmes de type SAP et compagnie. Donc, c'est vraiment variable. On va aborder la seconde question. Donc, dans mon entreprise, on gère des projets de produits et des projets d'investissement dans l'usine. Est-ce Oui. qu'il devrait y avoir une différence entre la gestion ou les outils utilisés pour les 2 genres de projets? Oui, oui, il peut y avoir une différence. Encore là, les processus de base restent les mêmes, mais un développement de produit, il y a des réalités avec des phases, puis on ne fait pas affaire avec nécessairement les mêmes équipes. Puis il faut savoir s'ajuster. Là, en général, en gestion de projet, il y a différentes écoles de pensée. Là. Justement, dans les grosses méthodologies, il y a des gens qui arrivent avec des méthodologies puis ils disent voici les 8 étapes que vous devez avoir dans un projet. Nous, on ne pense pas tout à fait comme ça chez Triode. C'est plutôt d'organiser c'est quoi vos besoins, puis on va déterminer les étapes. Si on parle d'un stage gate, par exemple, bien, les stage gates pour développer un produit versus les stage gates pour un projet d'amélioration de production, par exemple, c'est pas les mêmes parce que c'est pas les mêmes étapes de conception. Vous n'allez pas valider de la même façon. Il n'y a pas nécessairement de prototype, ou du moins, vous n'allez pas valider votre information de la même façon. Fait que les outils sont différents. Mais les principes de base demeurent les mêmes. Nous avons une autre question. Donc, quelles sont les meilleures pratiques ou les outils pour suivre les projets et la performance des projets au niveau du bureau de projet? Est-ce que la méthode du PMI avec des indicateurs de performance est bonne en PME? Euh, c'est délicat à répondre. Les méthodes du PMI, je veux dire, j'ai le livre juste à côté de moi là, en ce moment. Je m'y réfère souvent. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'il ne faut pas oublier que les processus, ils sont là pour servir le projet, puis le projet, il n'est pas là pour servir les processus. Fait qu'il il faut pas être trop à cheval sur les. Si on dit quelque chose prend 8 étapes, puis que ça ne fait pas de sens dans votre contexte de faire 8 étapes, moi, je suis très à l'aise de dire qu'on va le faire en 4 étapes. Donc dans ce contexte-là, suivre religieusement, appliquer à la lettre tout ce qui est dit dans le livre du PMI, peut-être que ça s'applique, mais peut-être pas aussi. Euh, et puis, donc, les indicateurs de performance, c'est la même chose. Il faut faire attention aussi avec les indicateurs de performance. Il faut garder des chiffres ou des indicateurs de performance qui sont pertinents. Ça peut être très dangereux. Là, si, juste de donner une anecdote ou un exemple, si on parle d'un pourcentage, souvent on voit dans des échéanciers là, un pourcentage d'avancement sur une tâche.
Mais si on a des dessins à faire, 100 dessins à faire, par exemple, à mettre à jour, puis on dit, OK, j'ai prévu tant de temps, j'ai 100 dessins, j'ai 50 dessins de fait, donc je dis j'ai 50 de la tâche de fait, ben ça se peut que oui, ça se peut que non. Si on a gardé les dessins les plus compliqués pour la fin, ben, on est peut-être en retard, en fait, avec un 50 donc il faut faire attention sur les indicateurs de performance. Fait que c'est pas tant d'en avoir que de choisir les bons, puis de les garder simples. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais oui. Nous n'avons plus de questions pour le moment, donc je vous invite peut-être à préciser le lien YouTube dont vous nous parlez en amont, et puis par la suite, je pourrais parler des prochaines activités STIC si nous n'avons plus de questions. C'est parfait. Donc, vous voyez là, un peu là, dans le... Vous allez recevoir le PDF de la présentation, mais comme vous allez pouvoir, il y a des animations dans la présentation. Donc, le PDF en tant que tel, il est intéressant pour se rappeler certaines choses, mais il n'est pas tout à fait complet. Donc, je me suis permis de mettre un lien YouTube qui est un lien sur une vidéo qu'on a mis sur YouTube, dans laquelle on fait une introduction sur la gestion de projet, puis on reprend les animations, puis un peu l'essence de ce que j'ai dit dans une vidéo qui est plus courte, qui dure une quinzaine de minutes. Donc, n'hésitez pas à la partager. Si vous voulez montrer à des collègues en version plus courte un peu ce qu'on a regardé aujourd'hui, ben c'est disponible pour vous, c'est gratuit sur YouTube. Donc, c'est ça le lien qu'on a ici dans le bas de la PowerPoint. Parfait, merci. Ben, nous n'avons plus de questions pour le moment. Donc, écoutez, un grand merci, Monsieur Lemay, pour cette belle présentation. Comme évoqué, donc en amont, vous allez recevoir d'ici quelques minutes un sondage de satisfaction avec la présentation en pièce jointe. Donc, je vous demanderai de prendre quelques minutes, s'il vous plaît, pour répondre à ce sondage. Ça nous permet de continuer à vous proposer justement des activités qui peuvent répondre à vos besoins, à vos problématiques. Sachez également donc, que vous pouvez continuer donc, à suivre nos activités STIC sur notre site internet. Nous avons donc un prochain webinaire STIC le 26 novembre prochain, présenté par ExoB2B sur la thématique donc, du plan de développement d'affaires efficace. Donc, c'est une présentation qui sera très, très intéressante également. Et puis, nous avons donc le 8 décembre prochain un webinaire, donc en collaboration avec la BDC, sur le leadership au féminin. Donc, c'est la 3e édition de cet événement. C'est sur la thématique justement de comment ont-elles fait face à la pandémie donc de la Covid-19 cette année. Donc, nous avons vraiment 4 panélistes très intéressantes. Hélène Demers de Sanétique, Julie Roy donc de l'entreprise Roy, Sandra Dissano de l'entreprise Outillage Avitech et enfin Nancy Simoneau du groupe Simoneau. Donc voilà, à tous, un grand merci d'avoir participé donc, à ce webinaire ce midi. Merci Monsieur Lemay pour votre disponibilité et cette belle présentation. Et voilà, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de passer une excellente journée.